Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le lundi 9 août. C'est parti pour une nouvelle semaine. Voici le sommaire. Entre l'Europe et le championnat de France, l'AS Monaco FC en est déjà à 2 rencontres et s'apprête à jouer mardi soir le match pour le 3e tour préliminaire retour face à Prague. Nous reviendrons sur la conférence de presse d'avant-match et nous recevrons en invité le nouveau président du club des supporters de l'ASM, Laurent Maire. Il nous dira ce qu'il pense du mercato et du plaisir de retrouver du monde dans les stades. Du monde à vélo, il y en avait dimanche le long du boulevard Albert Ier sur la route de la Piscine lors du dimanche à vélo, une occasion ludique de promouvoir les déplacements propres. Suite de notre série de reportages consacrés aux activités du passeport culture, aujourd'hui il sera question de grimper avec de l'escalade. Ce dimanche, le film muet Notre-Dame de Paris a été musicalement enrichi lors d'un ciné-concert qui rentre dans le cadre du Festival international d'orgue de Monaco. Et enfin, nous reviendrons sur l'exposition au NMNM qui s'intitule Marginalia dans le secret des collections des bandes dessinées, une exposition à la Villa Saubert à découvrir jusqu'au 5 septembre. On débute avec vous, Julia Vial, bonsoir. En foot, vainqueur 2-0 en République tchèque, les Monégasques doivent terminer le travail pour valider leur ticket pour les barrages de Ligue des Champions. Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. Demain, effectivement, les Rouges et Blancs ont rendez-vous avec leur destin européen face au Sparta Prague. Le coup d'envoi de ce match retour sera donné au Stade Louis II à 20h. Et cet après-midi, la traditionnelle conférence de presse d'avant-match a eu lieu à la Turbie. L'entraîneur monégasque Niko Kovac est d'ailleurs revenu à cette occasion sur les qualités de leur adversaire. Yeah, we played away and we knew that Sparta is physically a top prepared team, very aggressive, pressing high. They want to get the ball as fast as possible in our half to create chances. We had, I would say, the first 10-15 minutes some problems, but after 10-15 minutes we dominated the whole game till the end. So now we are playing at home. We have 2 up. We are expecting they need to score as fast as possible, so they will be aggressive again. So our players need to know what's coming. So if we are prepared, and we will be prepared, we will find a good answer on this high pressing. But also, we're doing also a good pressing. So I would say again, will be an interesting game. Vainqueur pour leur premier match européen, ce week-end, l'ASM a fait match nul en Ligue 1 face au FC Nantes. Score final 1-1. C'est Gelson Martins qui a marqué le premier but de la saison. Il s'agissait de son 12e avec l'AS Monaco depuis son arrivée en janvier 2019. L'ailier de 26 ans était également présent face aux journalistes cet après-midi. Nous l'écoutons. Siento que el equipo está más fuerte, recibimos 2 jugadores nuevos que vienen para ayudar al equipo. Y un año más y normal, ya conocemos mejor al entrenador y todo el mundo quiere jugar y como somos mucha calidad, vamos a tener que luchar para poder tener una oportunidad. En cas de qualification face au Sparta Prague, c'est un calendrier chargé qui attend les Monégasques, avec pas moins de 8 rencontres à disputer durant le mois d'août. Heureusement, Niko Kovac pourra compter sur son effectif bien rempli pour débuter cette saison, Fabien, dans les meilleures conditions. Voilà pour cette conférence d'avant-match. Monaco qui reçoit Prague ce mardi au Louis II pour le 3e tour préliminaire retour. Et on ne referme pas tout de suite cette page foot. Avec nous, comme invité aujourd'hui, Laurent Maire, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du club des supporters de l'ASM. Alors déjà, première chose, un mot sur Jean-Paul Chaude, l'ancien président qui nous a quittés en mai dernier. Le club lui a rendu un hommage vendredi soir lors du premier match du championnat de France. C'était important, j'imagine ? On a mis toutes nos forces et nos convictions derrière cet hommage, c'est-à-dire que en fait, c'était tout ce qui était, toutes les identités, on va dire, de l'AS Monaco, que ce soit le club, les Ultras Monaco et le club des supporters, parce que c'était donc une personne à part entière au sein de la famille rouge et blanche. Et voilà, on se voulait de rendre un dernier hommage à Jean-Paul dans notre temple. Donc on voulait vraiment marquer ce premier match au Stade Louis II, sachant que ça faisait 1 an et demi qu'on n'avait pas mis les pieds au stade et que quand il est décédé l'année dernière, le soir de Monaco-Rennes, on ne pouvait pas donc du coup lui rendre hommage au stade. Ah ouais, c'était en mai dernier. C'est compliqué comme ça de reprendre la présidence du club des supporters tenu par Jean-Paul Chaude qui était un ami. C'était mon témoin de mariage, c'était un ami proche.
Donc oui, et surtout dans le contexte où on l'a perdu, parce que c'était après un match de Rennes où tout le monde était un peu sous tension, parce qu'on était tous derrière notre poste de télé pour savoir si on allait être qualifié en Champions League ou pas. Et juste après le coup de sifflet final de ce match, on apprend donc ce décès brutal qui a vraiment touché tous les amis, tous les supporters de Monaco qui le connaissaient depuis des décennies. On va parler de l'équipe de foot. Vous avez déjà eu l'occasion de voir 2 rencontres, une première en championnat, match nul face à Nantes, Oui. et un deuxième match pour une accession à l'Europe, une victoire face à Prague. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe monégasque ? Comme on dit souvent, première journée de championnat, c'est les matchs de rodage pour la continuité de l'année. Et après, il y a eu aussi ce turnover de Niko Kovac qui a fait jouer donc Jean Lucas et le nouvel attaquant Boadou pour pouvoir, je pense, faire tourner un peu l'effectif malgré tout ça pour les nouvelles échéances qui auront demain contre Prague au Stade Louis II, sachant que Ben Yedder et Voland avaient juste 10 jours d'entraînement dans les pattes et que du coup ces nouvelles recrues avaient déjà fait une préparation avec leur club au préalable. Un mot sur le recrutement, vous l'avez évoqué, là, le mercato, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, on sait que Jean Lucas avait fait une belle deuxième partie de saison avec Brest l'année dernière, prêté par l'Olympique Lyonnais. Boadou, bon, d'après ce qu'on nous vend, ça a l'air d'être un crack prometteur pour le futur, donc joueur néerlandais. J'attends de voir. Un mot aussi sur le mercato des équipes adverses, un mercato intéressant pour l'Olympique de Marseille ou l'OGC Nice, et puis bien sûr Lionel Messi à Paris peut-être. Messi à Paris, bon moi c'est mon avis personnel, et je pense qu'il y a pas mal d'amateurs de foot qui vont penser exactement la même chose. Malgré tout ça, Paris va passer encore un étage au-dessus niveau reconnaissance dans le football mondial et européen. C'est-à-dire que maintenant avec Messi, Mbappé, Neymar, Di Maria, enfin il n'y a que des grossesses d'affiches. Mais est-ce que ça va fonctionner ? Ça va être une autre paire de manches. Parce que malgré que vous ayez des stars sur le terrain, on va regarder encore l'année dernière, ils n'y arrivent pas. Les stars, limite, on s'en fout d'en avoir des stars. Nous, ce qu'on veut, c'est des joueurs qui mouillent le maillot sur le terrain, qui se donnent à 300% et qui respectent le maillot à la diagonale. Nous, on a la chance à Monaco d'avoir peut-être, c'est bien de se moquer qu'à Monaco, il n'y a pas beaucoup de supporters, mais au moins, on a cette fierté-là d'être un club encore en 2021 familial. Comment se porte le club des supporters ? Sachant que l'année dernière, c'était une saison difficile pour vous, ça a été match à la télévision et rien d'autre. Comment se porte le club ? Là, on a donc relancé notre campagne de cartage. Toutes les antennes ont répondu présent. On a 2 nouvelles antennes qui se sont créées, enfin une qui s'est créée et une qui est en cours de création. Donc une qui va reprendre du service dans le Var. Après, on a une antenne qui est en cours de création en Italie. Sur le bassin, on va dire San Remo, Vintimille, où il y a quand même, malgré tout, le foot italien, il y a des Italiens qui sont pour l'AS Monaco. Et cette année, qu'est-ce que ça vous fait de retrouver les stades avec en plus l'Europe à la clé ? Beaucoup de bien. Voilà, le public qui revient dans les stades. Laurent Maire, merci. Merci à vous. Vous avez peut-être participé hier au Dimanche à vélo qui a eu lieu le long du boulevard Albert Ier sur la route de la Piscine. Plusieurs stands et parcours étaient installés sur le quai afin de sensibiliser le plus grand nombre aux avantages de ce 2 roues non polluant. Sandrine Nègre et Patrick Aouzi étaient au rendez-vous. Reportage. Le boulevard Albert Ier, sans voiture, sans scooter, sans bus, et pour cause, pendant plusieurs heures, les vélos, rollers et trottinettes étaient à l'honneur. En famille, entre amis ou même en solo, ce dimanche à vélo a rapidement trouvé son public. C'est très bien parce que pour les grands et les petits, ça leur donne aussi déjà l'occasion de tourner sur le port sans circulation, le circuit est assez grand. Il y a également la prévention routière qui fait initiation là, pour le code de la route. Moi, j'aime faire des virages comme ça m'amuse un peu. Quand j'étais petit, j'adorais pas le vélo, mais après, je me suis habituée, j'adorais. Et comme la vérité sort de la bouche des enfants, vous l'aurez compris, les avantages et les bienfaits du vélo sont nombreux. Au-delà du côté sportif et agréable, un autre aspect est aussi important, éviter de polluer.
Pas besoin d'attendre que le vélo soit à l'honneur un dimanche, n'hésitez pas à l'utiliser tous les jours grâce notamment à Monabike. Nous continuons notre série sur le passeport culture qui permet aux jeunes de 11 à 25 ans de découvrir ou de se perfectionner dans des activités sportives. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'escalade avec des jeunes de plus de 14 ans. Reportage de Charlotte Moreno et Alexandra Marangoni. Baudrier et chaussons enfilés, niveau sécurité, vérification du nœud d'encordement et du nœud d'arrêt, l'assureur est paré. Voilà, c'est bien. Pauline, tu peux démarrer, là, t'as glissé. Ok, allez, impeccable. C'est une première pour Pauline, habituée au sport collectif. Le passeport culture lui permet de s'essayer à l'escalade. On n'a pas l'habitude de grimper comme ça, c'est sympa, ça change des autres sports. Pour débuter, il faut utiliser toutes les prises de pied possibles. Les plus aguerris ajoutent de la difficulté en choisissant une seule couleur. Pour la séance, ils sont 8. Certains viennent depuis plusieurs années, d'autres font de l'escalade en club, mais tous sont très motivés à l'idée de grimper pendant 1h30. Pendant l'été, les clubs ferment. Et du coup, c'est une manière pour moi de pratiquer ma discipline en plus de simplement pendant l'année scolaire. C'est clairement une façon de se perfectionner. On apprend à utiliser son corps intelligemment pour prendre toutes les prises et réussir à grimper sans utiliser toute sa force et son énergie parce que grimper, ça fatigue beaucoup. Une discipline qui demande de nombreuses qualités physiques, force, souplesse, concentration. À tour de rôle, les jeunes grimpent ou assurent et tout départ nécessite contrôle de la monitrice. Il faut faire en sorte qu'ils ne perdent pas trop de temps à faire que de la théorie. Donc moi, je les lâche tout en ayant toujours l'œil sur la manière dont ils assurent, la manière dont ils s'encordent, etc. J'ai l'œil partout. L'escalade, c'est une vraie école de confiance parce que confiance en soi pour monter et surtout confiance en l'autre pour redescendre. L'escalade permet donc de dépasser ses limites en toute sécurité. Après de l'escalade, un simulateur de vol, de l'aviron ou encore du badminton, prochaine activité du passeport culture que nous vous ferons découvrir cette semaine, de la planche à voile et du sauvetage aquatique. On vous retrouve, Julia, pour la suite de l'actualité. En bref, vous l'avez peut-être suivi, l'équipe de France de volleyball a remporté sa première médaille d'or olympique. C'est, on peut le dire, un exploit, une prestation largement félicitée par les internautes et cela risque de donner des idées à certains. Oui Fabien, après ce sacre, de nombreux jeunes enfants vont certainement avoir envie de découvrir ce sport. Nous vous donnons donc des informations sur la reprise de l'ASM Volleyball. Elle se déroulera le mercredi 1er septembre au stade Montneghetti à 16h30 pour les enfants nés entre 2009 et 2013 et à 18h30 pour ceux nés entre 2001 et 2008. Les samedis 21 et 28 août de 9h30 à 11h, des entraînements seront également organisés au terrain de la Marquée à Cap d'Aille pour les babies. Pour y participer, vos enfants devront être nés entre 2013 et 2017. On parle équitation à présent puisque les Monégasques s'offrent le podium en international 3 étoiles. Après avoir réussi à classer la jument pur sang arabe de 10 ans, Kalina de Lafayette, sur 2 courses internationales 2 étoiles sur 120 km en 2020, le cavalier Henry David Gage voyait encore plus haut cette année. L'objectif était de qualifier cette jeune jument sur sa première 3 étoiles de 140 km. Mission réussie Fabien, puisque le couple de la Principauté termine sur le podium avec une très belle seconde place juste derrière le cavalier portugais. Avec ce podium au plus haut niveau, la team EFG Monaco confirme son statut et prépare déjà son prochain gros rendez-vous en septembre. Direction cette fois-ci les Pays-Bas avec la participation de la jeune cavalière monégasque Laura Gramaglia lors du championnat du monde. Enrique Iglesias, l'artiste incontournable de cette décennie, avait donné rendez-vous aux Monégasques ce samedi pour un concert exceptionnel. Pour son grand retour à la Salle des Étoiles, l'artiste aux innombrables disques de platine a fait salle comble. Enrique Iglesias a pu reprendre toutes ses plus grandes chansons devant un parterre de fans déchaînés. Ils avaient tous sorti leur smartphone pour immortaliser la performance du chanteur. Mais le Sporting Summer Festival de Monaco n'est pas encore fini, Fabien. Demain, une soirée remplie d'émotions vous attend à la Salle des Étoiles, encore une fois, avec l'incontournable Valérie Mеладзе, le célèbre groupe de pop musique russe. Dans quelques jours, ce sont les Gypsy Kings qui se produiront à Monaco, mais je vous en dirai plus dans la semaine. Monaco Arc-en-Ciel, le concours international de feux d'artifice a été annulé cette année. Pourtant, Julia, le deuxième tir de feu de la saison a été organisé ce week-end.
Aranciel a été annulé, qu'à cela ne tienne, Monaco a tout de même organisé 2 soirées feux d'artifice les 31 juillet et 7 août. Ce samedi, le rendez-vous était donné à 21h30. Les plaisanciers ont pu en prendre plein la vue et savourer un moment tous ensemble. Après une année sans festivités, ces feux d'artifice avaient une saveur toute particulière, même si pour y assister, il fallait évidemment être muni d'un pass sanitaire, d'un masque obligatoire pour les plus de 5 ans et d'une pièce d'identité. Le feu d'artifice, c'était samedi soir. Eh bien, le lendemain, dimanche, à la cathédrale, s'est poursuivi le traditionnel Festival international d'orgue de Monaco. Et comme à chaque édition, un ciné-concert a été proposé. Cette année, c'était Le Bossu de Notre-Dame de Paris, un film muet pour lequel la musique a été improvisée en direct par Karol Moussakowski. Reportage de José Sacré. Ciné-concert dimanche 8 août à la cathédrale de Monaco avec Le Bossu de Notre-Dame, un film de Wallace Wolseley avec Lon Chaney dans le rôle de Quasimodo. Une super production pour laquelle la cathédrale Notre-Dame de Paris et ses rues adjacentes ont été reproduites grandeur nature dans les studios Universal. Ce film de 1923 étant muet, le Festival international d'orgue de Monaco a invité le jeune organiste Karol Moussakowski à improviser, à créer en quelque sorte en direct la musique. Mon rôle est vraiment à la fois d'accompagner l'image, mais en même temps créer un spectacle. Bon, déjà, le rôle principal, c'est de vraiment multiplier les effets qui nous donnent l'image. Et avec l'orgue, c'est extraordinaire parce que vous avez une telle palette sonore, de telles possibilités que c'est fascinant de le faire. En improvisant ici, on prend le risque. C'est-à-dire, bien sûr, c'est un risque, donc c'est possible qu'il y aura des moments plus délicats, moins réussis, mais en même temps, il peut y avoir des moments beaucoup plus forts, c'est-à-dire inspirés vraiment par le moment. Donc ça c'est l'enjeu principal. C'est très agréable à travailler avec ce film parce que effectivement, il faut le regarder plein de fois, séparer chaque scène. Moi, personnellement, je note chaque scène, ce qui se passe pour ne pas détruire l'ambiance du film. Donc ça, c'est très important. Alors, cet orgue, c'est bien pour faire de l'improvisation? Ah super, il a plein de couleurs. Déjà, vous voyez tous ces boutons partout qui correspondent à une sonorité en particulier. Donc vous imaginez, là je me retrouve comme un gamin à pouvoir choisir et les mélanger entre elles. Donc cet orgue, il est parfait. Le dernier concert du Festival d'orgue, ce dimanche 15 août, avec au programme un 4 mains. Parmi d'autres idées sorties, pourquoi pas le nouveau Musée national de Monaco pour découvrir l'exposition Marginalia dans le secret des collections de bandes dessinées à la Villa Saubert. La présentation dans ce reportage de Vanessa Dessy sur des images d'Alexandra Marangoni. Construite autour de prêts inédits, issus de collections publiques et privées, l'exposition Marginalia est l'occasion de repenser le rapport de la bande dessinée. Des œuvres de plus de 90 artistes parmi les plus grands noms du 9e art sont à découvrir entre les murs de la Villa Saubert. On a plus de 350 œuvres, on a organisé 10 sections qui racontent à la fois l'histoire, on va dire, de la bande dessinée, il y a un petit propos chronologique, et en même temps qui essaie d'expliquer en quoi la bande dessinée est un art, on va dire, majeur, mérite d'être considéré, disons, au même titre que ce qu'on considère généralement comme un art majeur, est un art qui porte des grandes questions de société, des grandes questions liées à l'inconscient collectif ou propre à chaque artiste. Et on a pléthore d'univers à explorer et beaucoup de questions à approfondir au cours de cette exposition. Marginalia fait écho à l'une des premières expositions organisées par le NMNM en 2006, intitulée Beauté insensée. Mais c'était pas moi, mais c'est ça qui est bien, si vous voulez. Quand vous reprenez un lieu, vous avez une histoire qui a déjà existé. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est la suite logique de ce qu'on a fait. Et puis, de pouvoir terminer par ça, je termine et mon texte là-dessus est clair, l'art contemporain. C'est ce qu'on disait de la BD, c'est l'art contemporain. Eh bien si, c'est content pour tout. Marginalia est à découvrir jusqu'au 5 septembre prochain à la Villa Saubert. Nous retrouvons Julia pour un point sur la météo de demain.
Il fera plutôt beau ce mardi, Fabien. Quelques nuages sont attendus, mais rien qui ne pourra vous empêcher de profiter de cette journée estivale. Les températures remontent en flèche avec 31 degrés de maximale. Le 10 août, nous célébrons la Saint-Laurent ou Laure et Laurence pour une fille. Ce prénom latin signifie celui qui porte le laurier. Il fait référence à Saint Laurent de Rome, diacre à Rome, mort torturé en 258. Merci Julia. Avant de se quitter, les photos du jour signées Michael Alési est consacrée aux missions de la division de la police maritime et aéroportuaire sur le complexe balnéaire du Larvoto. Reportage à suivre demain sur Monaco Info. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. On se retrouve, et c'est toujours un plaisir en ce qui me concerne, mardi à 19h. À très bientôt. Au revoir.